Vous aimez mieux les disques ou la radio? Mais c'est du podcast. Oui, très bien, je vois très bien. Tous les invités ont répondu présent. C'est la bonté même, la générosité. Nous sommes arrivés à un carrefour historique. Nous sommes en veine de générosité tous les deux. Qu'est-ce que cela signifie ? Le Podcaston, c'est le premier rassemblement caritatif des podcasts francophones propulsés par Altrui. Nous vous remercions de soutenir les associations qui seront mises en avant pendant cet événement. Bienvenue sur La Fabrique à Polyglotte, le podcast qui va changer ta vision de l'apprentissage des langues. Je suis Coralie, ton hôte, et je suis là pour te montrer que devenir polyglotte, ça n'est pas réservé à quelques élus. Si tu as déjà rêvé de parler plusieurs langues couramment, alors tu es au bon endroit. Ici, nous allons briser les mythes de l'apprentissage des langues. Non, tu n'as pas besoin de talent extraordinaire ni de passer des heures interminables à étudier. Je vais te révéler des méthodes pratiques, des astuces inédites et des ressources précieuses qui vont transformer ton apprentissage autodidacte. Que tu sois débutant ou en quête de perfectionnement, la Fabrique à Polyglotte est ton compagnon de route idéal. Alors prépare-toi à explorer le monde des langues avec un nouveau regard et abonne-toi dès maintenant pour ne rien manquer de cette aventure multilingue. Les habitués de la Fabrique à Polyglotte auront remarqué un changement de musique. Notre introduction habituelle, vous l'avez découverte cette fois-ci sur fond de musique traditionnelle de la vallée d'Ossau, qui se trouve dans le Béarn, ancienne province de France, qui a été une principauté. En somme, le Béarn, c'est un territoire historique, terre d'Henri III de Navarre, qui deviendra plus tard le roi Henri IV de France. Bon et alors, pourquoi cette lubie musicale ? D'abord, pour différencier les épisodes de cette semaine, parce que cette semaine, vous avez droit à 2 épisodes particuliers, spécial podcaston. Vous le savez peut-être, nous sommes en pleine semaine du podcaston. Pendant 7 jours, plus de 450 animateurs et animatrices de podcasts se mobilisent pour mettre en valeur le monde associatif et ses valeurs. C'est une noble mobilisation et il était naturel que la Fabrique à Polyglotte y participe. On en reparle en fin d'épisode, mais dans ce contexte, j'ai choisi de vous parler de l'Institut béarnais et gascon pour qu'on aborde enfin le sujet des langues régionales sur ce podcast. Il est temps d'en parler, et pour introduire ce sujet, j'ai choisi une langue chère à mon cœur et à ma famille, le béarnais. À l'heure où j'enregistre cet épisode, vous qui m'écoutez, chers auditeurs, vous êtes seulement 27% à être localisés en France. Alors quand je dis Béarn, je me doute que vous ne savez pas tous localiser ce territoire en France. Alors voici. Il est situé dans le département 64, dans le département des Pyrénées-Atlantiques, au sud de la région Nouvelle-Aquitaine, au sud des Landes. Le Béarn, il est délimité au sud par l'Espagne, au niveau des Pyrénées, par le Pays Basque, à l'ouest, par la Bigorre, à l'est, et au nord par la Chalosse. Son chef-lieu, c'est la ville de Pau. C'est là que je me trouve. Les Béarnais et leur langue ont 1000 ans d'histoire. Et si j'avais envie de vous parler de cette histoire-là, c'est que j'appartiens à cette histoire, et que cette langue, le béarnais, comme 2464 autres langues, est en danger d'extinction, en voie de disparition. Et je cite là les chiffres de janvier 2020 publiés dans l'Atlas mondial des langues en danger par l'UNESCO. La langue béarnaise, elle fait partie de l'aire linguistique gasconne. Géographiquement, c'est cette sorte de triangle qui est délimité par la Garonne, par l'océan Atlantique et par les Pyrénées. L'aire linguistique gasconne. D'où le nom de l'association que j'ai choisie pour ce podcaston, l'Institut béarnais et gascon. C'est sous cet intitulé-là que vous retrouverez le béarnais dans l'atlas de l'UNESCO, sous l'intitulé gascon. Le gascon y est marqué en danger, le béarnais donc. Pour revenir aux langues régionales, en France, c'est tout un tas de langues qui est concerné. Le lorrain, le picard, le champenois, le breton, le gallo, le normand, le bourguignon, le franc-comtois, le provençal et tant d'autres langues. La majorité sont étiquetées sérieusement en danger, d'autres en danger comme le gascon. Le basque, lui, est étiqueté vulnérable déjà. Alors vraiment, il est temps de s'intéresser à ce sujet. Trop de langues vont disparaître dans les années à venir. Et si on ne prend pas conscience de ce qu'elles représentent, si on ne mesure pas ce qu'on perd avec elles, alors on ne peut pas avoir l'idée de les préserver. Et on ne peut pas savoir en quoi ça nous sert de les préserver, en quoi c'est important. Et cette idée, pour être 100% honnête, je ne l'avais pas non plus. Je suis béarnaise, certes, mais à 50% seulement. Du côté maternel, je suis bretonne pour les 50% restants. Et peu d'entre vous peuvent entendre mon accent béarnais. Les inflexions du sud-ouest, je les ai, mais c'est très léger, c'est discret. D'abord parce que j'ai beaucoup déménagé et vécu hors du Béarn, parce que j'utilise d'autres langues parfois, mais surtout parce que j'ai fini par devenir un peu snob. Par trouver charmant, mais quand même pas mal désuet, les expressions béarnaises que j'utilisais pourtant beaucoup petites.
Alors qu'est-ce qui a changé de mon côté? Des rencontres. C'est les rencontres en vrai qui bouleversent dans la vie. D'abord en vivant en Sicile et en y comprenant l'importance du sicilien versus l'italien, en faisant la connaissance notamment d'une femme allemande mariée à un Sicilien et qui le parlait complètement. Ensuite, en rentrant en France et en rencontrant des personnes comme l'un de nos invités de cet épisode, Asaf Palencia, qui, bien que né à plus de 11 000 kilomètres d'ici et élevé dans d'autres langues, il a trouvé dans le béarnais une partie de lui-même et s'est donné pour mission de préserver la langue béarnaise. Et j'avoue que ça met une claque. Quand toi, je parle de moi en disant tu. Enfin, bref, on se comprend. Quand toi, tu fais un peu ton snob pour effacer la survivance du béarnais dans ta voix et que tu rencontres un étranger qui non seulement parle un excellent français, mais aussi un très joli béarnais, appris en quelques mois alors que tu ne le parles même pas, et qu'il te rappelle l'importance de le connaître, ça remue un peu, quoi. Et je découvre de plus en plus de non-natifs d'un territoire donné qui s'en accaparent la langue locale pour le bénéfice de cette langue. Et ça, j'aurais même pas eu l'idée avant. Alors oui, dans ce premier épisode, on va parler de ça, de pourquoi les langues régionales, elles sont si importantes. Et dans le prochain épisode de cette série, on va parler de comment on fait quand on veut l'apprendre, et même de manière un peu fun. Parce que je n'ai pas appris le béarnais avant de faire ces 2 épisodes de podcast. Et pour le second, je me suis lancée dans un marathon linguistique effréné. Aura-t-il porté ses fruits ou pas ? C'est ce qu'on verra dans le prochain épisode. Je me suis d'ailleurs pas lancée là-dedans toute seule, mais ça, encore une fois, c'est pour le prochain épisode. Aujourd'hui, on va à la rencontre d'Asaf dont je te parlais, mais on va aussi, et j'allais dire évidemment, échanger avec notre star du jour, l'Institut Béarnais et Gascon, en passant un moment avec son président, Pierre Bidault. Mais avant ça, écoutons quelques instants du béarnais. À quoi ça ressemble le béarnais? Comment ça sonne? Allez, on va s'écouter quelques extraits dignes de Lina pour que tu puisses en faire une petite idée. Parabole de l'enfant prodigue en parler de Naï, Basse-Pyrénées, 694, enregistré le 12 décembre 1961 avec la voix de M. Jean Casajous, 50 ans, né à Naï. L'uomo n'avait que du silge, e meglioen que digu a sapai, que sembatens que si me meste e cagli cau que so, que cau que pus que parti et que veille pays. Parabole de l'enfant prodigue en parler gascon de Sauveterre de Béarn, 691. Début de l'enregistrement. Iomi n'avait pas que du silge, lo meglioen que digu au supai, que items que si lo me meste e cai a rien. Que cau, que pus qui parti et que vedi pays. Et voilà, le béarnais a pu chanter à ton oreille. Ces extraits sont très courts, j'en conviens, mais déjà ils t'ont laissé l'occasion de te familiariser avec la sonorité du béarnais, au moins un petit peu. Et tu vas pouvoir continuer de te familiariser avec cette langue, puisque je vais te laisser en compagnie de Pierre Bidault, le président de l'Institut Béarnais et Gascon, qui est donc l'association qu'on met en valeur à l'occasion de ce podcaston. Et cet entretien, je l'ai fait bilingue, français-béarnais, de sorte que tu aies encore l'occasion de l'écouter. Une des premières questions que je lui ai posées, c'est justement la différence entre le béarnais et le gascon, puisque tu l'auras noté, peut-être pas, et à ce moment-là, je te l'indique. Dans les extraits que tu viens d'écouter, il est annoncé en parler gascon du pays de Naï ou en parler gascon du pays de Sauveterre, des villes qui se trouvent dans le Béarn. Mais vous êtes l'Institut Béarnais et Gascon. Sur le plan linguistique, quelle est la différence entre le béarnais et le gascon? Alors, il y en a une. Du point de vue linguistique, il n'y en a pas, mais c'est une question d'identité. C'est-à-dire qu'on peut comparer un peu ce qu'est la France à l'Europe, c'est-à-dire que chacun garde sa souveraineté. Ok, je crois que maintenant on a bien compris. En tout cas, ça a été posé. La différence entre le béarnais et le gascon n'est pas une différence linguistique, c'est une différence historique, c'est une différence culturelle, c'est une différence identitaire. Passons maintenant à la suite de l'entretien. C'est qui l'Institut Béarnais et Gascon et quelles sont ses actions? Pourquoi l'IBG a été créé et quelle est sa vocation première? On l'a créé d'abord parce qu'il n'existait pas d'association qui prenne le relais pour défendre à la fois la langue béarnaise, avec tout ce que ça comporte de tradition,
Donc, sa première vocation, ça a été de promouvoir la langue. Alors, ça a été à travers les cours de Bernay. Et puis, à l'intérieur du Bernay, on a eu plusieurs événements qui sont annuels, c'est-à-dire les Jeux Floraux, c'est un concours littéraire en Bernay où tout le monde peut produire un texte. On s'en sert quelquefois pour les diffuser sur notre lettre trimestrielle, qui est diffusée dans tout le Béarn et en particulier vers les élus aussi. Nous éditons aussi des livres et quelquefois on prend des textes issus des Jeux Floraux, c'est-à-dire des concours littéraires. Et l'édition est importante puisque je crois qu'en 2022, nous avons édité 6 livres. Et puis, il faut dire aussi que nous avons des méthodes, des dictionnaires béarnais français, mais aussi français béarnais. C'est une association effectivement constituée en 2002. Depuis plus de 22 ans, elle officie dans le Béarn, elle préserve la langue, elle participe à des événements, il y a aussi des concours culinaires auxquels elle participe, et elle est à l'origine, comme il le disait, de nombreux ouvrages et méthodes qui permettent d'accéder à la langue. Et donc 22 ans de recul, ce qui m'a fait poser la question au président de est-ce qu'il y a eu un changement ces 22 ans? Est-ce qu'il y a une évolution? Est-ce que c'est la même typologie de membres? Parce que je suis allée participer moi-même à certains cours pour voir qui étaient celles et ceux qui s'intéressent à la langue béarnaise et j'ai remarqué qu'il y avait quand même pas mal de jeunes d'une vingtaine d'années et de jeunes d'une vingtaine d'années qui ne sont pas originaires du Béarn, qui viennent d'autres régions de France et de l'étranger et qui pourtant s'intéressent au béarnais. Et effectivement, le président remarque un engouement nouveau, récent de la jeunesse. Ça, c'était nouveau, c'est un constat très positif de voir cet engouement de jeunes pour l'intérêt de la langue béarnaise. À présent, on va clôturer ce premier entretien par les questions qui justifient la création de cet épisode. C'est pourquoi c'est important d'apprendre une langue régionale aujourd'hui et quelle est la projection dans l'avenir de l'Institut béarnais et gascon. Pourquoi c'est important aujourd'hui d'apprendre une langue régionale? Oh, c'est à la fois simple, j'allais dire, et compliqué, pas du tout. Chaque région a ses traditions, ses valeurs, qu'elles soient gastronomiques, touristiques. On ne peut pas comparer des régions fortes comme la Bretagne, le Pays Basque, l'Alsace et j'en passe, parce que dans chaque région, il y a des valeurs de produits, il y a des valeurs touristiques, il y a des valeurs gastronomiques. Et qu'est-ce qui est le plus important pour les traduire dans leur jus, enfin dans leur terroir, c'est qu'il y ait une langue. Et quand les touristes vont dans une région, que ce soit Pays Basque ou ailleurs, on assiste souvent à des chants qui identifient une région. Et pour qu'il y ait des chants qui identifient une région, il faut qu'il y ait une langue. Donc voilà, l'intérêt d'apprendre une langue régionale, c'est tout ça à la fois. C'est l'identité de chaque région, c'est mettre en valeur tout ce que représente chacune de ces régions. D'apprendre la langue des 4 régions et la nôtre en particulier, la béarnaise. Et qu'est-ce que vous souhaitez pour l'avenir de l'IBG? L'avenir de l'IBG, beaucoup de choses. Je pense qu'on fait déjà pas mal de choses, mais je pense que déjà la reconnaissance de notre identité, de notre langue, de nos traditions et tout ce qui va avec. Pour ça, il faut qu'on s'adresse aux politiques, parce que sans les politiques, malheureusement, j'allais dire, on ne peut rien faire. Et la reconnaissance de notre langue passe par un organisme qui est à Paris, donc qui est sous contrôle politique. On sait très bien que c'est le français qui nous permet de nous comprendre tous, mais on ne peut pas aller contre une diversité culturelle régionale reconnue, et qui dit diversité régionale reconnue, dit langue, tradition. Et puis, l'autre chose qui pêche, à mon avis, dans ce que nous faisons, c'est la communication. Hélas, nos journaux ne sont pas très favorables à la promotion de ce que nous faisons. Et tout le monde sait pourquoi. Mais on existe et il faut appeler un chat un chat. Quand on parle d'une équipe de rugby ou comme ça, qui est à Pau, qui est à Orthez ou qui est ailleurs, elle est béarnaise.
et pas autre chose. Et donc, il faudrait que les journalistes pensent un peu à ça aussi. On fait un travail de transmission, de tradition, de promotion de valeurs historiques. S'il n'y a personne pour diffuser, informer de ce que nous faisons, ça ne sert pas à grand-chose de nous faire plaisir entre nous. Donc pour ça, c'est peut-être un peu à nous aussi à proposer des projets où la presse se sentira peut-être un peu obligée d'en informer le public. Mais c'est peut-être à nous à faire ce qu'il faut pour que ça change. Et cet épisode, c'est ma pierre à l'édifice dans le domaine, dans le fait de communiquer sur l'importance du béarnais, mais aussi des langues régionales en général, que ce soit en France ou ailleurs, en tout cas de l'importance de préserver les langues en voie d'extinction quand elles se rattachent à une culture dans laquelle on vit, parce que j'ai pas pu mettre l'ensemble des échanges que nous avons eus avec Pierre Bidault sur le béarnais, mais dans sa définition de la langue béarnaise, il y a quelque chose d'important, c'est le fait qu'il ne détache pas le béarn de sa langue et qu'elle appartient complètement à sa culture et à son identité. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en perdant une langue, on perd une partie de l'identité d'un lieu, on perd toute une partie du savoir qui est encapsulé dans la langue, parce qu'une langue, elle contient une façon de voir, elle contient une façon de comprendre, elle contient un point de vue sur les choses, elle contient un savoir et elle contient même une manière d'être, le caractère béarnais, il est traduit dans sa langue aussi, et c'est quelque chose de particulièrement précieux qui ne se retrouve pas dans d'autres langues. L'humour aussi, il y a tout un tas d'éléments culturels comme ça qui ne se retrouvent ou n'existent que par le fait qu'ils puissent être exprimés par une langue donnée. Et ça, on va le voir de manière illustrée avec Asaf Palencia, qui est un des membres de l'association, et qui va montrer, lui, son cheminement depuis ses Philippines natales jusqu'au béarn qu'aujourd'hui il défend. Bonjour Asaf. Bonjour Coralie. Pour répondre à ta question, avant de venir faire mes études en France, j'ai grandi à l'autre bout du monde, aux Philippines. Mes premières langues sont l'anglais et le tagalog, une langue philippine avec des mots en espagnol. Tout au long de ma vie, j'ai eu contact avec plusieurs langues et différentes cultures, régionales d'abord et internationales après, japonaise, thaïlandaise, italienne, etc. J'avais essayé d'apprendre quelques-unes de ces langues, mais malgré le fait que j'avais pas mal d'occasions de m'entraîner, je n'avais pas réussi à atteindre un très bon niveau conversationnel dans ces langues pour diverses raisons. En ce qui concerne le français, j'ai commencé à l'apprendre en 2014-2015 en étant autodidacte. Et c'est la seule langue que je parle vraiment couramment aujourd'hui, en plus de mes langues maternelles. Et comment est-ce que tu as rencontré le béarnais? Parce que c'est quand même pas banal. Pour quelqu'un qui vient d'aussi loin, après tu es arrivé en France, donc j'imagine que tu l'as rencontré en arrivant en France. Alors, je suis venu à Pau, dans le Béarn, pour mon master, et j'étais agréablement surpris par ce que j'ai trouvé. C'est une ville à taille moyenne, pas très loin de la mer et des montagnes. Et à mon avis, les gens sont généralement plus sympathiques que dans les plus grandes villes. Il y a de tout dans la région, de la bonne nourriture, et je suis vite tombé amoureux de la culture franco-béarnaise. Mon copain depuis 2020, maintenant mon fiancé, lui qui a des origines bretonnes, mais qui habite Pau depuis ses 11 ans, m'a fait découvrir non seulement les plats typiques de la région, par exemple, mais aussi quelques expressions en béarnais, comme abistodenas, à vue de nez, et d'autres mots encore, comme arter, gratter, ou si on les prononce à la béarnaise, harter, gratter. C'est donc comme ça que j'ai rencontré le béarnais. Entre nous deux en fait, on parle très souvent de culture et d'héritage culturel. Pour moi, qui suis gourmand, la gastronomie n'est qu'un aspect de ce qui me fascine au niveau des régions qui contribuent à la richesse culturelle de la France. Les langues sont un autre aspect qui me tient à cœur. En Béarn, le gascon béarnais, comme toute autre langue régionale, est un héritage. Et comme tout héritage, on peut le refuser. Mais moi, en tant que néo-béarnais, entre guillemets, ou plutôt franco-béarnais dans le cœur, qui me sens attaché à la région, tout comme je me sens attaché à la France, qui est mon nouveau chez moi, j'ai envie d'apprendre cette langue régionale que je trouve très belle. Et peut-être que psychologiquement aussi, j'essaye de rattraper sur ce que je n'avais pas pu faire avant. En effet, je n'avais pas pu apprendre la langue régionale aux Philippines de mon père, et heureusement que cette langue-là n'est pas en voie d'extinction. Mais le béarnais, si. Surtout si on ne fait pas d'action concrète pour le préserver. Donc c'est comme un sentiment de responsabilité
du béarnais ou de reconnaissance ou de redevabilité parce que tu reçois beaucoup de la culture locale et tu as envie de rendre et de participer, c'est ça? Oui, on peut dire ça, oui, comme ça. Et est-ce que tu pourrais aussi apprendre le breton? C'est quelque chose qui... Tu serais capable d'apprendre plusieurs langues régionales ou de découvrir au moins plusieurs expressions typiques? Alors j'ai déjà commencé à apprendre le breton un petit peu. C'est vrai que c'est moins facile à apprendre parce que c'est une langue plutôt celtique. Je trouve que le béarnais est plus facile à apprendre pour moi. Et en combien de temps est-ce que tu as appris le béarnais? Ça fait quelques mois. Seulement quelques mois et il paraît que tu as déjà un niveau impressionnant. Qu'est-ce qui t'a poussé à rejoindre le conseil d'administration de l'Institut Béarnais Gascon et surtout à t'impliquer auprès d'eux au point de leur proposer carrément de nouveaux supports d'apprentissage numérique? Alors à vrai dire, j'ai commencé à créer un outil de révision français-béarnais sur une plateforme sur Internet. Tout d'abord à titre personnel pour faciliter ma révision des mots béarnais sans forcément le rendre public. Mais je me suis dit que peut-être il y aura des gens qui vont être intéressés par ce même outil, que je trouve très utile. J'ai fait donc part à l'Institut Béarnais Gascon, l'association dont je suis adhérent, pour laquelle je ne fais pas partie du conseil d'administration. Oui, je m'étais carrément emballée. On m'avait dit, tiens, voilà le contact d'un de nos membres. Et dans ma tête, ça s'est transformé en un des membres du conseil d'administration. Plus sérieusement, j'aimerais qu'on s'arrête sur le point central de ce second entretien. Alors oui, je sais que j'ai coupé Azaf en pleine phrase, mais c'était pour avoir toute ton attention. Au-delà du fait qu'il vienne de loin, qu'il ait acquis en peu d'années finalement un français d'un excellent niveau, un français remarquable, qu'il ait aussi appris en quelques mois le béarnais, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est son implication. J'ai voulu en faire un membre du conseil d'administration, il n'est que membre. Pour autant, il a aidé à développer un outil numérique et c'est ça qui va nous intéresser. C'est la démarche qu'il y a de quelqu'un qui arrive dans un territoire, s'intéresse à la langue et va jusqu'à aider d'autres personnes à apprendre cette langue. Ça bénéficie à des personnes comme moi qui suis née sur le territoire et qui n'a pas eu cette curiosité-là finalement parce que j'avais pas ce regard frais pour des raisons diverses et variées d'ailleurs. De ce projet par email, et ils étaient très intéressés par mon initiative. Vu que je voulais utiliser également les données du livre Comprendre, parler, lire et écrire le béarnais, ils m'ont suggéré une rencontre que j'ai acceptée avec plaisir. J'ai donc proposé une petite présentation avec PowerPoint aux membres de l'association sur mon parcours personnel et linguistique, les motivations ainsi que les actions que j'ai menées, que je souhaite mener encore dans le futur en termes de support d'apprentissage numérique pour le béarnais. Cela m'a fait très plaisir de pouvoir échanger avec eux et finalement ils ont accepté le coup de main que j'ai proposé. Et à raison, moi je l'utilise et c'est personnellement un outil que je trouve hyper aidant, en tout cas qui m'aide à retenir beaucoup de mots de vocabulaire. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu plus l'outil que tu as choisi, comment ça fonctionne, comment tu l'as développé, pour les personnes qui seraient inspirées, qui voudraient faire la même chose? Alors l'application s'appelle Memrise, qui est une plateforme d'apprentissage linguistique basée sur des techniques mémorielles. Effectivement, c'était un des outils que j'ai utilisé pour apprendre le français et ayant réussi dans cette langue, j'aimerais partager mes expériences à l'association en tant qu'apprenant de langue en réappliquant ces outils pour le béarnais. En parlant de l'application Memrise, elle permet actuellement à la communauté d'enseignants et d'utilisateurs de créer gratuitement des cours à partir des données texte, images et audio. Et ces cours sont automatisés en format jeu afin de rendre l'apprentissage et la révision assez ludiques. Cette option du site existe déjà depuis des années et j'espère que celle-ci va encore durer longtemps. Mais je commence déjà à tester d'autres plateformes pour assurer la disponibilité d'un support d'apprentissage numérique du béarnais. Pour l'instant, j'ai déjà développé 3 cours sur Memrise, dont 2 avec des données texte et 1 avec texte et audio. Tous les mots et les expressions sont bien sûr accompagnés de leur traduction. C'est vrai que la création des modules est assez facile sur le site et ne prend pas beaucoup de temps si tu as déjà une copie numérique des mots et des expressions. Sinon, il suffit juste de saisir manuellement les données comme j'avais fait au début. Je pense que c'est vraiment accessible à, j'allais dire tous, peut-être pas tous, mais à partir du moment où on est assez à l'aise sur un ordinateur et sur Internet, oui, je pense que c'est relativement accessible. Est-ce que ça n'a pas été difficile pour toi de trouver des ressources pour construire ton module? Alors j'avoue que ce n'était pas facile au début de trouver des ressources pour apprendre le béarnais. Et par béarnais, je veux dire la langue gasconne telle qu'elle est vraiment parlée, transmise de façon naturelle de génération en génération dans le Béarn. Quand on essaye d'apprendre une langue régionale dans cette optique, ça peut devenir assez compliqué de trouver et choisir les ressources d'apprentissage, car en plus d'être confronté à une variabilité locale de la langue parlée, il y a aussi différentes façons de l'écrire. Pendant mon temps libre,
livre, j'ai fait pas mal de recherches sur le Béarnais, en commençant par l'histoire, afin de mieux comprendre son développement ainsi que son contexte socio-linguistique. Par exemple, j'ai été et je suis toujours fasciné par les travaux des érudits comme Vastin Lespy, Simin Pala et Jean Lafitte, entre autres. On a en fait ce qu'on appelle la graphie béarnaise, un héritage culturel qui continue d'exister grâce aux associations comme IBG. Je trouve que la graphie béarnaise, développée au fil du temps, est assez accessible pour un francophone, offrant une cohérence entre la vraie langue parlée et sa version écrite, permettant non seulement une facilité d'apprentissage à l'oral, mais aussi la continuation d'une culture écrite qui existe déjà depuis des années. Je suis donc très heureux de trouver et d'adhérer à l'association IBG, qui offre un bon nombre de ressources pour le Béarnais. L'IBG m'a en fait permis d'utiliser les données de leur livre Guide de conversation pour créer notre tout premier outil de révision Béarnais français sur l'application Memrise. D'ailleurs, je recommande vivement ce guide de conversation de l'IBG à ceux qui souhaitent commencer ou même se rappeler des mots et des expressions en béarnais. La même chose pour le livre Comprendre, parler, lire et écrire le béarnais, surtout parce que je trouve que la méthode d'apprentissage est très bien faite, voilà, en plus d'avoir des fichiers audio pour accompagner le livre. Et je pense qu'on peut tous s'inspirer de ça, c'est-à-dire qu'on a des outils comme Memrise et d'autres plateformes. Tu as parlé du fait que tu envisageais d'autres plateformes pour utiliser tout ce que la technologie a à nous offrir, comme les modules de révision espacée, etc. Et pour ce qui est du contenu, la démarche est louable, c'est-à-dire qu'on peut, si on ne trouve pas, se renseigner et aller taper à la porte des associations qui ont plein de contenus, qu'elles n'ont parfois pas numérisé, mais qui est accessible si on va directement téléphoner aux associations locales. Exactement. Est-ce que tu penses qu'il y a encore d'autres choses à créer dans les organismes locaux comme l'IBG au niveau des langues régionales? Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on pourrait faire en allant encore plus loin? Alors j'apprécie beaucoup ce que les organismes locaux font déjà de nos jours au niveau des langues et cultures régionales, comme la proposition d'activités culturelles, d'ouvrages et de cours de langue, etc. Mais c'est vrai que dans un monde de plus en plus informatisé et avancé en termes de technologie numérique, il est également souhaitable de créer et de proposer des outils et des ressources virtuelles fiables en parallèle de la vraie vie non virtuelle, entre guillemets. Maintenant, la nouvelle génération dans le monde entier se sert souvent des applications numériques pour faciliter la tâche, y compris l'apprentissage linguistique. Et si on n'offre pas aux gens la possibilité et la facilité d'apprendre ou de réviser nos langues régionales sur téléphone ou ordinateur par exemple, on gaspille un peu le potentiel énorme du monde informatique. Alors la création d'un site d'information d'une association avec des articles et des documents est une première étape. Ça, je trouve qu'il y a pas mal d'associations qui y arrivent bien. Et en ce qui concerne l'apprentissage linguistique plus interactif, en considérant les 4 compétences de langue, compréhension orale, compréhension écrite, production orale, production écrite, c'est un peu plus compliqué. Je sais qu'il n'y a pas d'outil parfait pour tous ces aspects-là, mais on peut par exemple créer des applications en s'inspirant des formats utilisés par les autres langues dominantes. Mais j'avoue que pour y parvenir, il faut l'implication et le temps des gens qui s'y connaissent en informatique, et ce n'est pas toutes les associations qui ont les moyens pour le faire. Et c'est la même chose pour la création des cours en ligne, avec des supports vidéo par exemple, ce qui est une très bonne idée pour entériner la transmission de la langue, si on peut dire ça comme ça, mais qui nécessite pas mal de moyens humains et financiers. En tout cas, sans forcément concevoir des applications de zéro, il y a des plateformes déjà existantes, comme Memrise ou d'autres logiciels gratuits, qui offrent la possibilité d'automatiser l'apprentissage et la révision à partir d'une des listes des mots et des expressions, sans ou avec audio et images. Voilà pour l'aspect numérique. Après, je pense qu'on parle de ça, il faudra l'implication de beaucoup plus de gens de la jeune génération pour d'autres aspects comme la communication, la promotion de la langue régionale ou tout simplement la participation aux activités culturelles et linguistiques. Je pense que tu as bien fait de rappeler qu'effectivement, elles font beaucoup déjà les associations locales à leur niveau, qu'elles font en tout cas tout ce qu'elles peuvent. Et la conclusion de Pierre Bidault, le président, était que maintenant, il faut faire un effort de communication. Et je crois que nous autres jeunes générations, on peut intervenir de ce point de vue-là. On peut récolter notre héritage et apporter notre pierre à l'édifice, soit au niveau de la numérisation des supports, soit au niveau de la communication, clairement. Tu aurais envie de dire quoi à toutes les personnes qui se questionnent sur l'intérêt d'apprendre une langue régionale? En quoi c'est important d'apprendre une langue régionale en 2024? Eh ben pour les gens qui ne savent pas trop s'ils devaient apprendre une langue ou qui se disent que de toute façon l'apprentissage de langue c'est quelque chose qui est difficile à faire, sachez qu'en fait tout le monde est capable d'apprendre une langue quel que soit l'âge. Il y a tout un tas de solutions qui existent, même pour les gens qui n'ont pas beaucoup de temps. Pouvoir parler plus d'une langue est une chance et ça permet d'accéder à des processus de pensée différents.
Ça peut être utile pour les voyages, pour créer de nouveaux liens, découvrir d'autres cultures, d'autres formes d'art, et même pour redécouvrir nous-mêmes en fait. Je trouve que c'est quelque chose d'extraordinaire, et d'après mon expérience, ça peut vraiment ouvrir des portes au niveau professionnel et personnel. Du coup, pour les gens qui n'ont pas encore commencé ou osé, mais qui ont déjà eu cette idée d'apprendre soit une langue étrangère, soit une langue régionale, j'aimerais dire qu'il ne faut pas du tout hésiter à sauter le pas, quelle que soit votre motivation. Je comprends que ça peut être un peu intimidant, surtout au début, mais il ne faut pas avoir peur de se tromper, parce que c'est en forgeant que l'on devient forgeron. La façon la plus efficace pour apprendre une langue, c'est le fait de s'amuser. Et pour aborder la dernière question sur l'importance d'apprendre ou de choisir d'apprendre une langue régionale, je pense que la réponse repose sur le principe de préservation du patrimoine. Les langues locales et minoritaires du pays sont un bien commun, faisant partie du patrimoine immatériel, et il est important de les préserver autant que possible, par respect des racines et de notre histoire. Pour moi, c'est également un moyen de soutenir la diversité et notre richesse culturelle. Maintenant, plus que jamais, l'implication de la jeune génération est nécessaire. Et je crois que ce n'est pas encore trop tard. Et je le comprends que maintenant, tu vois. J'ai grandi en Béarn et je le comprends que maintenant que j'ai 30 ans, de toute la richesse qu'il y a dans la langue locale, ça m'avait marqué. J'attendais vraiment que tu redis cette phrase-là dans ta conclusion. Quand on apprend une langue, on accède à des processus de pensée. En fait, on peut vraiment comprendre le caractère local et toute l'histoire une fois qu'on comprend la langue. Et notamment en cours, on étudie les textes qui sont publiés dans les jeux floraux. Et c'est truculent au niveau de l'humour, des histoires, des rapports de couple, des rapports sociaux, des rapports de classe, des jeux de mots, de la manière dont la langue est construite, ce que ça indique du caractère béarnais. C'est fascinant et c'est hyper important de préserver tout ça. Merci beaucoup, Azaf, pour ton témoignage et pour l'implication que tu mets dans la préservation de cette langue. Ça me touche beaucoup, vraiment. Merci. Merci à toi. Difficile de tout dire en une demi-heure quand on s'attaque à un sujet de la sorte. Le béarnais est une langue régionale que je n'ai pas fini de présenter encore. Est-ce que j'ai mentionné les 2 dynasties royales données à l'Europe par le Béarn ? Est-ce que j'ai parlé du rapport du Béarn à la Navarre, évoqué les applications écrites du béarnais ? Ai-je parlé des Aquitains, nos aïeux qui ne sont ni gaulois ni celtes, mais un peuple à part ? Ai-je parlé de l'annexion de la Navarre à la France et des changements qui ont suivi ? Non, je n'en ai pas eu le temps. Mais tu peux retrouver l'histoire de la Gascogne et du Béarn, l'histoire de la langue béarnaise et gasconne sur le site de l'Institut Béarnais et Gascon, www.institut-béarnais-gascon-toutattaché.com, que tu retrouveras en description de cet épisode. Tu y retrouveras aussi le lien de l'outil Memrise qui a été utilisé par Azaf avec notre cours communautaire de béarnais. Le béarnais, c'est une langue régionale en danger, comme beaucoup de langues régionales en France. Mais j'espère que les mots du président Pierre Bidault et ceux d'Azaf t'auront montré combien pourtant cette langue vit, combien elle est accessible et combien il est facile de la rencontrer. L'utilité d'une langue n'est pas toujours déterminée par son application à la sphère professionnelle. Et en réalité, vraiment, apprendre une langue régionale, c'est plus simple que d'apprendre une langue nationale, voire ces langues utilisées comme langue intermédiaire entre de nombreux pays et de nombreuses nationalités, ce qu'on appelle les lingua franca. Pour quelle raison, Coralie, me diras-tu ? Parce que son utilisation étant plus réduite, son champ d'application étant plus réduit que langue majoritaire, il y a finalement moins à apprendre pour pouvoir l'utiliser et s'amuser dans cette utilisation. Et ça, c'est tout ce dont je témoigne dans le second épisode de cette série spéciale Podcaston, celui dans lequel je te parle du marathon de Béarnais dans lequel je me suis lancée en compagnie de 2 complices, le défi apprendre cette langue en 21 jours. L'idée, c'est que ça t'inspire pour toutes les langues régionales ou en danger qui te concernent toi. Et pour valoriser aussi ce territoire splendide qu'est le Béarn, si tu cherches un lieu de vacances ou que tu ne sais pas où demander ta mutation, eh bien maintenant voilà, tu sais où regarder. Bon. Cet épisode spécial touche tout doucement à sa fin. Je t'encourage à visiter également le site www.podcaston.org pour découvrir des centaines d'associations à travers d'autres excellents podcasts. C'est aussi l'occasion, si tu en as la possibilité et l'envie, de faire une promesse de don pour l'Institut Béarnais et Gascon, pour l'IBG. Et là aussi, ça se passe sur podcaston.org très facilement. Merci d'avoir écouté cet épisode de la Fabrique à Polyglotte jusqu'à la fin. J'espère sincèrement qu'il a été enrichissant pour toi. Si c'est le cas, j'ai une faveur à te demander. Pour soutenir notre communauté polyglotte grandissante, pourrais-tu prendre un instant pour attribuer 5 étoiles à ce podcast sur ta plateforme d'écoute
et le partager autour de toi. Ton soutien, c'est la clé de la longévité de ce podcast. Je te remercie chaleureusement pour ce geste et en attendant notre prochain rendez-vous, je te souhaite d'incroyables conversations en langue étrangère, mais surtout, reste curieuse, reste curieux.